Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bonjour Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes à la salle des expositions aux ateliers des Capucins à Brest pour l'exposition Navire amiral. On y découvre le lien entre théâtre et marine nationale à travers les yeux du photographe Stéphane Lavoué. Mais avant, on regarde l'actualité du jour avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Essayez de pas trop le toucher parce que... Voilà. Une anguille, mais aussi des truites brochées ou chabots, tous retrouvés décimés dans le ruisseau de Rosemillet, situé à Langonette en Centre-Bretagne. Depuis lundi, ce pêcheur a ramassé une cinquantaine de poissons, morts selon lui à cause d'une fuite de lisier d'une ferme voisine. Son association a porté plainte contre X. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça ne se reproduise plus. Parce que nous, on fait des efforts toute l'année pour essayer de préserver les milieux. Et là, on est en période très très sèche. Donc, déverser des milliers de litres de lisier dans un ruisseau qui était déjà très bas, c'est catastrophique. Les habitants sont priés de ne pas utiliser l'eau du ruisseau ni de s'en approcher. L'eau potable de la commune ne serait en revanche pas impactée. L'alimentation de la commune repose sur la ressource souterraine de Minédu, et celle-ci n'est pas affectée par la pollution. Une enquête judiciaire menée par l'Office français de la biodiversité est actuellement en cours pour déterminer l'origine de cette pollution. Des menhirs entourés par une végétation calcinée, un espace naturel sensible détruit aux 2/3. Le violent incendie qui s'est déclenché le mercredi 12 août au sud de l'Ille-et-Vilaine et qui est toujours actif ce jeudi a durement impacté le célèbre site mégalithique de Saint-Just. Les pompiers luttent encore contre les flammes qui ont ravagé 200 hectares selon un bilan fourni à la mi-journée ce jeudi. Une zone qui n'était pas concernée par le feu en début d'incendie avant que le vent tourne. Moins connu que Carnac, les alignements de Saint-Just sont pourtant considérés par les spécialistes comme le deuxième site de Bretagne par leur étendue et leur importance historique. Au-delà du site mégalithique, près de 250 pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'opération pour lutter contre les flammes. 3 d'entre eux ont déjà été blessés. Une centaine d'habitants ont également dû être évacués dans les villages les plus proches de l'incendie. On a des zones qui sont très escarpées, difficiles d'accès, où le feu peut prendre de la vitesse. Donc effectivement, on est très vigilant à la sécurité de nos personnels. On a bénéficié de l'appui d'un avion bombardier d'eau de sécurité civile, un Dash, qui est passé faire 2 largages, donc ce qui nous a permis d'avoir une facilité sur l'avant du feu notamment. Ce jeudi après-midi, le feu n'est pas encore maîtrisé et continue d'évoluer. 39,8 degrés Celsius. Au cœur de la 5e vague de chaleur de l'année, Rennes a battu son record historique. Il a été mesuré une valeur maximale de 39,8 ce jeudi après-midi selon les statistiques arrêtées à 15h. C'est tout simplement la plus haute mesure jamais enregistrée en août depuis la création de la station météo là-bas en 1940. Plus largement, de nombreux records de chaleur sont encore tombés, principalement dans l'est de la Bretagne, offrant un saisissant contraste dans la région. Par exemple, à 11h ce jeudi, 15 degrés séparaient les deux métropoles brestoises et rennaises. Ce vendredi, les températures devraient logiquement diminuer. C'est parti pour 4 jours de rock à Carré. Sur le site de Carampuil, le festival Motocultor a ouvert ses portes ce jeudi et les refermera dimanche. D'ici là, de grands noms sont attendus, comme Massisteria, Judas Priest ou encore Artenomie. Le breton Dénes Prigent est également au programme. Mais pour les premiers arrivés, la tête d'affiche, c'est... Notamment Municipal Waste et Death Angel pour ma part. Pareil. Je suis très content d'être là, c'est la 3e fois qu'on vient. Depuis 2023, on a fait toutes les années consécutives. Enfin, c'est la 4e du coup. J'ai hâte d'aller acheter mon t-shirt Motocultor, j'avoue. Ouais. 18h, la plage de Peraridi est déjà comble. Ce mercredi 12 août, un groupe d'une vingtaine de personnes s'installe pour pouvoir regarder l'éclipse solaire. Et pour ceux qui n'ont pas pu acheter de lunettes, Patrick a tenu un atelier tout particulier. Alors l'atelier qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé une boîte à éclipse, ce qu'on appelle une boîte à éclipse. Le problème de l'éclipse, c'est que c'est très dangereux d'aller fixer le soleil. Donc la solution, surtout s'il y a des enfants, c'est de créer une petite boîte à éclipse, une boîte en carton. On va faire un petit trou dedans et on va faire passer la lumière du soleil à l'intérieur.
Et comme ça, on va pouvoir regarder l'éclipse sans fixer le soleil directement. Donc nous, ici, malheureusement, elle n'est pas totale en France métropolitaine. En Bretagne, on a à peu près 96% de recouvert. Alors, une boîte à chaussures, du papier aluminium, une paire de ciseaux et le tour est joué. Je suis venue avec mes 2 filles, Nina et Anaé, avec ma nièce Emilia pour participer à l'atelier de création de boîtes pour pouvoir observer l'éclipse. On n'a pas les lunettes, non, on n'a pas anticipé, donc on a juste nos boîtes. J'ai vu celle de 99, j'avais 16 ans et je me souviens surtout de l'émulation qu'il y avait, le fait qu'il y avait tous les gens du village, qu'on était tous contents, tous avec nos lunettes aussi justement. Donc je me souviens beaucoup de ça. Et après je me souviens effectivement oui, tu peux prendre. Du moment où c'était plus sombre et tout, et que c'était vraiment... Et c'est surtout le moment collectif dont je me rappelle. 2 heures plus tard, ça y est, c'est le moment. Tous les regards sont tournés pour admirer le spectacle. Ah bah là je vois un tout petit filament de lumière, ça fait la forme d'un C, donc vraiment la lune est presque entièrement devant le soleil. Et du coup le soleil a la forme de la lune, c'est très bizarre. La prochaine éclipse totale aura lieu dans 55 ans en France métropolitaine. Allez, on se retrouve à la salle des expositions au Capucin à Brest pour découvrir l'exposition Navire amiral. Ici, le photographe Stéphane Lavoué fait le lien entre 2 univers d'apparence éloignés, le théâtre et la marine nationale. Alain Lelièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ateliers des Capucins. Pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment cette idée de créer ce lien a germé dans l'esprit de Stéphane Lavoué? Stéphane Lavoué a travaillé pendant près de 10 ans à la Comédie Française, à la demande d'Éric Ruff, qui a été l'administrateur de la Comédie Française, de travailler sur les photos des artistes, de l'ensemble des sociétaires de la Comédie Française. Donc il a fait le book en fait de ça, et puis il a poursuivi cet univers en allant photographier les machinistes, les préparateurs des décors, et l'ensemble des petites mains, on peut dire, qui travaillent autour de ce grand lieu qu'est la Comédie Française. Voilà. Et dans cet univers, il a rencontré des pratiques qui étaient très liées à la marine. Il a voulu vérifier ce lien, s'il existait toujours avec la Marine nationale, dans la Marine nationale, entre ces 2 univers. Et pour l'anecdote, par exemple, on ne parle jamais d'animal à grandes oreilles, à poil, aussi bien au théâtre que sur un bateau. Est-ce qu'il y a un lien plus concret entre la Marine nationale et le théâtre dans l'histoire? Oui, il y a un vrai lien qui date de la marine à voile et au XVIIIe, XIXe siècle, où les marins ne pouvaient pas partir en mer l'hiver parce que le temps était mauvais. Ils venaient travailler dans les théâtres parce que c'était les seuls à pouvoir manier à la fois les décors, comme ils maniaient les voiles sur les bateaux. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de cordes, on parle de drisse, on parle d'écoute, on parle de choses comme ça dans un théâtre. Et donc ici, voilà, on est comme dans un couloir, dans un sous-marin, le rouge du sous-marin, et là on a des sons qui viennent des profondeurs, qui sont enregistrés et qui ont été retravaillés pour avoir cette ambiance sonore aussi en même temps. Et ici, donc, on a représenté comme un affichage, un accrochage plutôt, dans un musée du 19e où il fallait remplir l'espace. Moins on voyait le mur, mieux c'était. C'est aussi l'idée de cet accrochage ici, qu'a fait Emmanuel Ascouette et Sylvie Meunier, la scénographe, et bien sûr Stéphane, sur comment mettre en valeur et faire parler les univers, où on a des univers très marins, bien entendu, mais on a aussi des univers très théâtraux par la même occasion. Et voilà, et les 2 se parlent à chaque fois. L'exposition, elle se nomme Navire amiral. Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, Navire amiral, c'est parce que les théâtres ont longtemps été dans l'imaginaire des bateaux échoués dans les villes. Et
Le navire amiral du théâtre en France, c'est la Comédie Française. Et il y avait ce lien, bien sûr, navire, amiral. Voilà, tous les ingrédients autour de ce nom ont fait que ça reliait vraiment les deux univers. Et cette année, Brest fête les 400 ans de la marine. Est-ce que cette exposition a aussi un lien avec cet anniversaire ? Elle est labellisée 400 ans de la marine. Elle est aussi labellisée bicentenaire de la photographie. Oui, on ne pouvait que tamponner, si je peux le dire comme ça, cette photo par les 400 ans de la marine, puisqu'elle lui rend hommage quelque part. Et on voit bien, quand on parcourt l'exposition, le lien très fort entre la marine et parfois, même sur les portraits, on se demande si c'est plutôt des marins ou plutôt des gens qui travaillent à la Comédie Française. Et inversement, on a des photos qui sont très Comédie Française alors qu'elles sont plutôt sur des bateaux. Merci beaucoup Alain Lelièvre pour toutes ces explications. On le rappelle, l'exposition est à découvrir à la salle des expositions au Passage des Arpettes, aux ateliers des Capucins à Brest. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Bonjour Bretagne, Kenavo.